Alors, je vais maintenant décliner tout ça en parlant de mes pires ennemis, qui sont la Banque Centrale Européenne. J'exagère, c'est des copains, et expliquer un peu quel est le débat. Alors, je reviens, toc, toc, poum. Alors, voilà, poum, poum. On a vraiment fait un livre, mais vous l'avez vu. Hein. Voilà, pam. Hein, voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut décliner ça si on s'intéresse au débat entre la Banque Centrale Européenne et les économistes? Quelles sont les questions que nous posons à la Banque Centrale Européenne? Quelles sont les réponses que nous recevons? Et est-ce que ces réponses sont ou non satisfaisantes? Alors, la première question, elle vient... je suis comme sympa, parce que j'ai toujours peur. Chaque fois que je fais un truc comme ça, il y a un fils de quelqu'un dans la salle. Donc une fois, j'ai fait une conférence épouvantable, et il y avait la nièce de Trichet dans la salle. C'était HEC, d'ailleurs. Et donc j'avais dit des horreurs sur son oncle avant de m'appeler. Donc, est-ce qu'il y a dans la salle le fils de Mario Draghi? Le fils de Mario Draghi n'a pas fait HEC. Donc, voilà. Alors, premier sujet... je vais revenir sur cette question de bulle. Est-ce qu'on peut utiliser, je vais revenir sur cette question d'irréversibilité. Est-ce qu'on peut utiliser une bulle obligataire comme instrument de la politique monétaire? Et bien entendu, maintenant, je vais me concentrer sur la zone euro, mais honnêtement, je pourrais mettre États-Unis, Royaume-Uni, Japon, enfin, j'aurais exactement les mêmes mécanismes, hein, et les mêmes évolutions. Donc, qu'est-ce qu'on a observé dans la zone euro? On a observé que donc, la BCE faisait, alors je peux comme le montrer, mais vous le savez, hein, une politique extrêmement expansionniste. Hein. Voilà les taux d'intérêt aujourd'hui en Europe. Hein. Le taux d'intérêt rouge, c'est le taux d'intérêt que paye la BCE sur les dépôts que lui font les banques. Hein. Donc c'est moins 0,40%. Hein. Donc quand une banque dépose de l'argent, a des liquidités excédentaires et les dépose à la BCE, comme vous savez, elle reçoit moins 40 points de base. Donc c'est une taxe, hein, levée par la BCE sur la liquidité bancaire qui fait un peu moins aujourd'hui de 700 milliards d'euros. Donc c'est une taxe de pas loin de 3 milliards d'euros, ce qui est élevé. Hein. Et puis voilà la quantité de monnaie. Et donc la BCE, depuis le début de l'année 2015, fait cette politique dont je parlais, donc de création monétaire, alors avec des mouvements le mois assez erratiques, dont l'objectif est pour l'instant de créer 60 milliards d'euros de monnaie tous les mois, ces 60 milliards devenant 80 milliards à partir du mois de juin. Et donc vous voyez, 80 milliards par mois, ça fait 1000 milliards d'euros par an. 1000 milliards d'euros par an, c'est 10% du produit intérieur brut de la zone euro, pour vous donner un ordre de grandeur, hein, de création supplémentaire de monnaie par la BCE. Et vous voyez qu'en 2008, hein, vous l'avez à gauche, le bilan de la BCE faisait 900 milliards d'euros. Hein. Donc elle va créer chaque année la taille de son bilan en 2008. Quoi. Et son bilan était l'agrégation des bilans de la Bundesbank, de la Banque d'Italie, de la Banque de France, hein, au moment où on a créé l'euro. Donc vous voyez, c'est une politique énorme. Quoi, pour vous donner une idée, alors la BCE achète des obligations des États, achète des obligations émises par les banques. À partir du mois de juin, va acheter des obligations émises par les entreprises, hein, comme vous savez, et 80 milliards d'euros par mois. Par exemple, quand vous regardez ce que la BCE... Alors, c'est la Bundesbank, parce qu'en réalité, on dit la BCE, mais vous savez que les banques centrales des pays existent encore et que c'est elle, en réalité, qui mène ces opérations. Hein. La Banque centrale en Allemagne va, en 2016, acheter des obligations de l'État allemand pour 100 milliards d'euros de plus que ce que l'État allemand va émettre. Hein. Donc, vous voyez à peu près ce que ça fait sur les marchés. Quoi. Alors, le résultat, évidemment, vous l'avez ici, hein, c'est... Vous l'avez en rouge, hein, c'est la chute à partir de 2013 et encore plus à partir de 2015, hein, quand on commence cette politique des taux d'intérêt. Donc ce que vous avez là, c'est les taux d'intérêt en rouge à 10 ans de l'ensemble des pays européens, sauf la Grèce. Parce que vous savez, la Grèce n'a pas de dette sur les marchés, donc le taux d'intérêt sur la dette grecque, il ne veut rien dire du tout. Hein. La Grèce est financée directement par l'Europe, le FMI, etc. Et vous voyez qu'on a bien ce qu'on appelle une bulle obligataire, hein, et je vais en dire un mot parce que c'est quand même extrêmement important. Parce que les taux d'intérêt sont extraordinairement bas par rapport au niveau de la croissance de la zone euro. C'est la croissance en valeur, hein, donc en incluant l'inflation, qui est la ligne grise, vous voyez, qui est à peu près à 3%. Si on était dans une situation à peu près normale, on devrait être, vous voyez, entre 2004 et 2007, on devrait avoir des taux d'intérêt qui soient à peu près au niveau de la croissance, hein, ce qu'on avait à peu près dans le passé quand les politiques étaient plus conventionnelles. Donc la zone euro devrait aujourd'hui avoir un taux d'intérêt à 10 ans d'à peu près 3%.
Et vous voyez que c'est à peu près 0,5, 0,6. Hein. Donc on a des taux d'intérêt qui sont 250 points de base, 2,5% en dessous du niveau à peu près normal. Alors ceci, il faut comprendre que c'est... alors dans le passé, on l'avait vu tout à l'heure, on a eu des bulles. On a eu des bulles sur les actions voulaient beaucoup trop cher. On a eu des bulles sur les prix de l'immobilier, les appartements voulaient beaucoup trop cher. Et aujourd'hui, on a une bulle sur les obligations. Les obligations valent beaucoup trop cher. Mais c'est l'instrument... c'est pas un malheureux dommage collatéral de la politique de la BCE. La BCE... on pourrait dire, malheureusement, elle fait une politique expansionniste et malheureusement, ça conduit à ce que les taux d'intérêt soient très bas. Ce n'est pas du tout ça. Ceci est l'instrument de la politique monétaire de la BCE. Mettre les taux d'intérêt à long terme à un niveau extraordinairement bas, c'est comme cela que la BCE essaie de faire repartir l'économie, repartir le crédit et finalement avoir un peu plus d'inflation. Et donc la bulle est l'instrument de la politique monétaire. Ça pourrait être une bulle sur l'immobilier, mais tout le monde est devenu très prudent. Les gens sont quand même... il y a eu des crises immobilières, donc le prix de l'immobilier s'arrête assez vite de monter, à part peut-être à Londres, mais vous regardez, les investisseurs quand même ont été échaudés par les crises du passé. Les actions, vous voyez tous les jours que les investisseurs sont relativement prudents, n'acceptent pas d'acheter des actions à des prix extraordinaires. Les actions européennes sont même particulièrement bon marché. Par contre, il n'y a pas le même réflexe collectif d'inquiétude devant les obligations. Donc personne n'a l'air de s'inquiéter de ce que les obligations soient beaucoup trop chères. Ce qui est la même chose que de dire que les taux d'intérêt sont beaucoup trop bas. J'avais une autre question. Y a-t-il dans la salle des membres de la Commission des finances de l'Assemblée nationale? Parce que j'étais l'autre jour à la Commission des finances de l'Assemblée nationale et la moitié du temps a consisté à expliquer aux membres de la Commission que quand les taux d'intérêt baissaient, les prix des obligations augmentaient. J'espère que c'est à peu près clair pour tout le monde et je pense qu'ils ne m'ont pas cru. Voilà. J'avais à côté de moi Eric Woerth qui me disait « Va doucement, ils comprennent rien ». Donc je pense que quand les taux baissent, c'est la même chose que dire que les prix montent. Et puis donc symétriquement, si les taux remontent, les prix des vieilles obligations baissent, simplement parce qu'elles payent des taux d'intérêt plus bas que les nouvelles. Et donc forcément, leur prix baisse. Voilà. Donc le risque, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le risque qu'on ne puisse pas assumer la remontée des taux d'intérêt à long terme. On crée une bulle obligataire. Si elle explose, les détenteurs d'obligations vont faire de gigantesques pertes. Les détenteurs d'obligations en Europe, vous les voyez là, ce sont les banques et les assureurs essentiellement. Évidemment, les banques et les assureurs feraient des pertes considérables sur leurs vieilles obligations si les taux d'intérêt sur les nouvelles obligations remontaient, qui seraient totalement insupportables. Et alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est de regarder cette question du stockage de la liquidité. Il faut comprendre une chose, quand vous créez de la liquidité, donc quand la Banque centrale achète des actifs et crée de la monnaie, il faut que cette monnaie soit stockée quelque part. Il y a 100 ans, elle était stockée dans les prix des biens. En 1920-21, quand il y avait l'hyperinflation allemande, la Banque centrale rachetait la dette publique de l'État allemand qui était émise pour payer les dommages de la Première Guerre mondiale aux Français, aux Anglais, etc. Et la monnaie était reçue par des individus, par des Allemands individus, qui utilisaient cette monnaie pour acheter des biens. En fait, ils s'en débarrassaient à toute allure parce que sa valeur baissait. Et quand vous regardez les données de l'époque, ils achetaient surtout à manger. C'est que les salariés en Allemagne, pendant l'hyperinflation, étaient autorisés à quitter le bureau 3 fois par jour. Ils étaient payés 3 fois par jour parce que les prix doublaient tous les jours. Donc, il ne fallait pas attendre le soir pour faire les courses du dîner. Vous voyez, et donc, ce qu'on avait, la liquidité excédentaire était stockée, en réalité, dans l'hyperinflation allemande, surtout dans les prix de l'alimentation. Et puis aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. La Banque centrale européenne achète des obligations aux assureurs vie européens pour ne pas sortir dans la rue pour acheter à manger. Et donc les assureurs vie européens, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des actifs financiers. Ils achètent un peu d'actions, mais pas tant que ça, parce qu'ils n'ont pas envie d'acheter des actions trop chères. Ils achètent un peu d'immobilier, mais pas tant que ça, parce qu'ils n'ont pas envie que l'immobilier soit trop cher. Et finalement, ils restent investisseurs en obligations. Donc la BCE achète des obligations, les autres investisseurs continuent à acheter des obligations, et donc les prix des obligations deviennent extraordinairement élevés, et les taux d'intérêt descendent gentiment vers zéro. Le gros avantage des obligations par rapport aux appartements, c'est que le prix d'un appartement peut difficilement tendre vers plus l'infini.
Si votre appartement vaut plus l'infini, vous allez vous en rendre compte assez vite, quoi. Le prix d'une obligation, s'il n'y avait pas de prime de risque, tend vers plus l'infini quand les taux d'intérêt tendent vers zéro, quoi. Enfin, en gros, hein, je simplifie. Et donc on peut stocker dans les obligations une quantité infinie de liquidités. C'est pour ça que quand on en fait beaucoup trop de liquidités, à la fin, ce qu'on a, c'est une bulle obligataire. Les autres classes d'actifs ne peuvent pas avaler une quantité énorme de liquidités. Il n'y a que les obligations qui peuvent avaler cette quantité énorme de liquidités. Et donc, quel est le risque ici ? Évidemment, le risque, c'est soit la BCE décide qu'elle doit remonter les taux d'intérêt. Alors, vous pouvez avoir 36 scénarios. Je dis BCE parce qu'on a décidé de parler de l'Europe, mais ceci est vrai pour toutes les banques centrales. Je ne vais pas... grosse crise géopolitique au Moyen-Orient, remonter à $150 le baril du prix du pétrole, 5% d'inflation en Europe immédiatement, la BCE monte les taux d'intérêt sur les obligations montent, et tous ceux qui ont acheté des obligations à zéro sont morts, en gros. Donc c'est vrai, on va dire, c'est pas de la science-fiction. Bon, par contre, personne ne sait si les prix du pétrole vont remonter à $50. Deuxième scénario, c'est plutôt les États-Unis. Hillary Clinton est obligée d'adopter le programme social de Bill Sanders pour avoir les voix de la gauche du Parti démocrate. Devenue présidente des États-Unis, elle double le salaire minimum fédéral de $7,50 à 15. 5% d'inflation aux États-Unis, la Réserve fédérale remonte les taux à 7%, les taux d'intérêt obligataires vont à 9, ils sont à 2 aujourd'hui, tout le monde est mort. Vous voyez, donc c'est pas complètement de la politique fiction. Donc on a le premier danger. Moi, je crois profondément qu'une banque centrale ne devrait pas utiliser une bulle comme instrument de la politique monétaire. Donc avoir des prix déraisonnables, que ce soit sur les actions, l'immobilier ou maintenant les obligations, pour stimuler l'économie ou faire repartir le crédit, on ne devrait pas le faire. Simplement, quand vous tournez les phrases autrement, alors non, dans les débats là-dessus, il y a plein d'économistes qui ne sont pas d'accord avec moi. En général, ils sont de gauche, en général, ils ont tort. Et ce qu'ils disent en général, c'est... Mais ce n'est pas une bulle, c'est que les taux d'intérêt à long terme sont très bas, quoi. Et là, oui, bien sûr. Mais quand c'était sur les appartements, ce n'est pas une bulle, c'est que les prix des appartements sont très hauts, quoi. Mais les taux d'intérêt à long terme très bas, je pense que c'est largement plus dangereux que la bulle immobilière. Tout le monde a des obligations, compris, c'est là-dedans qui est investi... alors, ce n'est pas que l'épargne des riches. Je veux dire, le livret A est investi en obligation de l'État français. Et donc, vous voyez ce qui se passe. Si les taux montent, le livret A fait faillite, quoi. Donc, il y a des trucs assez sympas dont personne ne parle. Donc, premier problème, l'irréversibilité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déclenché la bulle obligataire et qu'on s'en sert comme instrument de la politique monétaire, on a extraordinairement de peine à en sortir. Alors bien sûr, quand vous parlez de ça aux banques centrales, ils vous disent « mais non, t'es trop pessimiste. En fait, on va y aller extraordinairement doucement. » Et ce qui est vrai, c'est que vous avez un scénario rose qui est, pendant 10 ans, l'économie de la zone euro a le bon goût, ou des États-Unis, etc., a le bon goût d'avoir de la croissance sans aucune inflation et sans aucun choc. Et donc pendant ces 10 années... Tous les ans, la Banque centrale européenne peut remonter un tout petit peu les taux d'intérêt et dans 10 ans, ils seront normaux. Et c'est ceci, probablement, qu'espèrent les banques centrales. La question, c'est qu'on n'a jamais 10 années tranquilles, quoi. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu 10 années de croissance sans inflation, sans choc, sans crise, sans perturbation quelconque, qui fait qu'on peut avoir ces remontées très graduelles des taux, qui effectivement serait gérable et permettrait, dans 10 ans, d'avoir des taux à 3% sans qu'on se soit rendu compte de grand-chose. Ça, c'est le scénario rose, c'est ce qu'espèrent tous les assureurs, et c'est ceci qui va se produire. La probabilité qu'on ait devant nous 10 ans tranquilles pour faire ça est très petite. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. La première année où la Réserve fédérale veut remonter les taux, l'économie américaine ralentit et du coup, elle ne peut pas remonter les taux, quoi, je veux dire. Donc c'est quand même 10 années de tranquillité économique non inflationniste, c'est un événement d'une probabilité assez faible. Donc qu'on puisse y aller tout doucement, graduellement, sans choquer l'économie, est quelque chose qui est assez improbable. Alors, deuxième sujet, ce qu'on appelle le quantitative easing, alors je crois qu'en bon français, on doit dire l'assouplissement quantitatif. Ce qui ne veut rien dire, mais c'est cette politique de création monétaire en échange de l'achat de titres d'actifs financiers par la Banque centrale. Est-ce qu'on est sûr que les avantages l'emportent sur les coûts ? Alors, et ça pose une autre question qui est pourquoi est-ce que la Banque centrale européenne fait ça ? J'y reviendrai dans 5 minutes en concluant. Je crois que, je ne sais pas, qui est le chairman. C'est vous le chairman ? Il faut que j'arrête à quelle heure ? À quelle heure là ?
Oh, ben c'est bon. Donc la salle tient sans aucune hydratation jusqu'à 8h10. Bon, donc, et donc pourquoi la Banque Centrale Européenne fait ça? Quel est vraiment l'objectif de la Banque Centrale Européenne? Quel est l'objectif? L'objectif officiel, théorique, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est de ramener l'inflation de la zone euro, alors pour citer les textes officiels, en dessous de 2, mais proche de 2. En dessous de 2, mais proche de 2, normalement, ça veut dire 1,8, quoi. Mais est-ce que vraiment c'est ça? On a vraiment du mal à y croire. Et rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi l'inflation de la zone euro est plus basse? On n'est plus en 2009. C'est pas parce qu'on a une crise épouvantable, c'est parce que les Espagnols et les Italiens ont passé des réformes du marché du travail, parce que partout on a le numérique qui fait baisser les coûts des services, parce qu'on a déréglementé, on a ouvert un certain nombre de professions et les prix de ces professions ont baissé. Et donc on ne peut pas croire que la BCE, qui par ailleurs passe sa vie à réclamer des réformes structurelles, c'est-à-dire mettre de la concurrence. C'est ça que ça veut dire réforme structurelle, c'est accroître la concurrence sur le marché du travail, sur les marchés des biens, sur les marchés des services. On ne peut pas croire que la BCE n'accepte pas la conséquence positive des réformes structurelles, qui est qu'on a moins d'inflation et donc qu'on a rendu du pouvoir d'achat aux consommateurs. Et donc je ne crois pas qu'en réalité le vrai objectif de la BCE soit de faire monter l'inflation, mais comme c'est ce qu'il y a dans les textes, ils sont obligés de faire semblant que c'est ça. Deuxième possibilité, est-ce que l'objectif de la BCE, c'est de faire repartir l'économie? Alors l'économie repart si la politique monétaire fait repartir le crédit. Quand vous voyez la croissance du crédit dans la zone euro, on ne peut pas dire que ça marche merveilleusement. Vous voyez que alors on a un petit effet, la croissance du crédit était négative, maintenant elle est de 0. Bon, elle était négative en partie, c'est un peu une illusion statistique, parce qu'il y a des gens qui faisaient défaut sur leur crédit, et quand quelqu'un fait défaut sur ses crédits, on le soustrait ce crédit du stock de crédit. Et comme on a moins de défauts, on n'a plus ça. Enfin, on n'a pas de reprise du crédit. Et on n'a pas de reprise du crédit parce que les individus sont déjà extrêmement endettés, on l'a vu tout à l'heure, et donc n'ont pas envie vraiment de s'endetter davantage. Donc la BCE a très peu de potentiel d'effet sur le crédit. Toutes les enquêtes que nous avons disent qu'il n'y a aucun rationnement du crédit en Europe. Quand vous entendez dire que c'est à cause des vilaines banques qui ne prêtent pas qu'il y a un problème de croissance, c'est juste pas vrai, quoi. On a des enquêtes très précises faites par la BCE et les autres banques centrales qui montrent qu'il n'y a pas de rationnement du crédit. Donc ça ne marche pas non plus. Troisième solution, déprécier l'euro. Alors effectivement, on a déprécié l'euro. Vous vous rappelez que l'euro était à 1,40 en 2014 contre le dollar. On est à 1,13 quelque chose ce soir. Est-ce que, bon, évidemment, on peut dire que c'était une assez bonne idée. Ça a rendu des marges à l'industrie européenne. Ça a eu des effets. Sur le slide précédent, oui. Excusez-moi, vous dites qu'en fait, il n'y a pas de restriction du crédit, mais il y a très peu de crédit au secteur privé. Si le crédit est pas cher, on doit avoir une... Non, parce que les gens n'ont pas besoin. Les profits des entreprises de la zone euro sont supérieurs à leurs investissements. Donc les entreprises n'ont pas besoin de s'endetter. Et on n'a pas. Mais si vous voulez, on pourrait souhaiter que les entreprises investissent plus ou que les ménages achètent plus de logements. Ce que je veux dire, c'est que la raison pour laquelle les entreprises n'investissent pas plus n'est pas la rareté du crédit. C'est peut-être qu'elles sont inquiètes pour l'avenir, qu'elles pensent qu'il n'y a pas assez de demandes, qu'elles ne savent pas trop où les nouvelles technologies vont les emmener, qu'elles délocalisent à l'étranger leurs investissements et qu'elles ne les font pas en Europe. Enfin, on peut avoir plein. Mais on arrive. Il y a vraiment. Comme c'était un sujet extrêmement débattu, qu'il y avait un vrai débat. La Banque de France, par exemple, a confié à une équipe d'universitaires complètement indépendants une étude sur y a-t-il un rationnement du crédit bancaire en France. Et ces universitaires, qui ne sont absolument pas en conflit d'intérêts avec qui que ce soit, ont conclu qu'il n'y avait aucune évidence empirique qu'il y ait un rationnement du crédit. Donc s'il n'y a pas plus d'investissement, ce n'est pas pour un problème de financement. On entend énormément de patents, on n'arrive pas à obtenir des talibans. Oui, mais quand vous regardez dans l'enquête de la Banque de France, il y a deux questions sur le crédit. Il y a une question sur les crédits d'investissement et une question sur les crédits de fonds de roulement. On demande aux entreprises on demande aux entreprises si elles ont demandé du crédit et si oui, est-ce qu'elles ont eu le crédit qu'elles demandaient. Les taux de distribution de crédit sont exactement les mêmes qu'avant la crise de 2008. Donc on est très très haut sur les crédits d'investissement, de mémoire 92-93%, et on est vers 75% sur les crédits de BFR. Et c'est les mêmes pourcentages qu'il y a 10 ans, donc on n'a pas de signe qui est... Non, je pense que c'est pas vrai. Le problème, c'est que les entreprises... la profitabilité des entreprises a beaucoup augmenté, et donc les entreprises autofinancent leurs investissements. Et puis maintenant, on a le CICE, donc on a des... Et puis, il n'y a pas que la France, je veux dire. Vous voyez, en Allemagne, on ne peut pas suspecter, on n'a pas du tout non plus de reprise forte du crédit.
Bon, alors si c'est pas le crédit, ça peut être l'euro. Si c'est l'euro, il faut faire un peu attention. Alors effectivement, on peut déprécier l'euro, ça a des effets positifs. Je pense que c'est effectivement un objectif caché de la BCE. La BCE, vous savez, a signé un accord qui est un accord du G20, où les pays du G20 s'engagent à ne pas manipuler leurs devises pour essayer de gagner des parts de marché. Donc un gouverneur de banque centrale ne peut pas dire à ses camarades « Écoutez les gars, moi je déprécie ma devise et je vous pique des parts de marché », donc ça reste forcément très secret. Bon, ça n'a pas eu un effet considérable sur la zone euro, à part quand même aider l'industrie à redresser ses marges. Donc peut-être il y a un effet crédit. Et puis quand même, oui, je vous montrais sur les profits, la dépréciation de l'euro a quand même énormément remonté les profits de la zone euro, parce qu'effectivement, si l'euro est plus faible, on peut vendre plus cher en dollars, quoi. Donc, et puis, mais vous voyez que ça n'a pas beaucoup, les exportations de la zone euro, malgré tout, ne sont pas fortes. Donc, et puis probablement l'effet le plus spectaculaire, c'est les taux d'intérêt des pays périphériques. Et donc les Espagnols qui se finançaient à 7,5% en 2012 se financent à 1,3 ou 1,4 aujourd'hui. Dans les milieux de la finance, ça s'appelle Draghi est italien, cette théorie-là. Il veut dire que finalement, mais ce n'est pas non plus négligeable, que l'effet positif peut-être le plus important de la politique monétaire, ça a été de faire baisser considérablement les coûts de financement des pays du sud de la zone euro, que vous voyez là, qui est quand même très spectaculaire. Mais alors, en face de ça, il ne faut pas oublier les ennuis. Les ennuis, c'est quoi ? Vous créez une montagne de liquidités. Quand vous créez une montagne de liquidités, vous créez des flux de capitaux gigantesques. Les individus, vous voyez, ça, à nouveau, c'est les carottes, quoi. Je vends mes obligations à la BCE, elle me donne de la monnaie. Alors, je peux décider de garder la monnaie. Comme les taux d'intérêt sont négatifs aujourd'hui, je ne suis pas vraiment incité à garder la monnaie. Donc, je vais réinvestir cette monnaie. Donc, je vais acheter des émergents. Je vais voir mon banquier, je lui dis, vous avez sûrement un joli ETF émergent, je lui achète. Et puis, j'apprends qu'il y a eu une crise épouvantable au Brésil, en Russie, etc. Pouf ! Je sors ma monnaie des émergents, je dis, oula, les émergents, c'est dangereux, je vais acheter des actions européennes. Pam, je mets trucs dans les actions européennes. Hop, retour de la crise grecque en juin 2015. Oui, les actions européennes, c'est dangereux. Hop, je reprends l'argent, etc. Et donc, vous voyez, vous créez des entrées-sorties sur les différents marchés financiers qui créent une gigantesque volatilité des marchés. Regardez ce que fait l'indice boursier de la zone euro, quoi. C'est quand même assez impressionnant. On s'est habitué d'ailleurs, on s'est habitué à ce que le lundi ça va plus 4, le mardi moins 3, le mercredi plus 5, enfin c'est quand même bizarre, quoi. Et vous voyez, alors, je peux vous montrer, ça c'est les spreads, c'est ce que payent comme prime de risque les entreprises. Je pourrais vous montrer ce qui se passe sur les pays émergents. Regardez le réal brésilien. Le réal brésilien, il fallait 1,50 $ par dollar en 2012. À la fin de 2015, il fallait 4,50 $ par dollar, 3 fois plus, et aujourd'hui 3,50 $. Il ne faut pas dire que la situation du Brésil soit merveilleuse, le réal s'est comme réapprécié. Donc vous créez d'énormes flux de capitaux, donc vous créez une gigantesque volatilité des marchés financiers. Et ça, c'est totalement contre-productif, parce que vous avez, la Banque centrale achète des obligations, essentiellement des États, des obligations très sûres, des banques, etc. Et donc une des idées, c'est que faisant ça, elle va pousser les investisseurs vers des investissements plus risqués. Si moi, assureur, je ne peux pas acheter des obligations des États parce que la BCE achète tout, je vais bien finir par être obligé d'accepter d'acheter des actions ou des obligations des entreprises, et ça, c'est bon pour le financement de l'économie. Mais comme, en même temps, cette politique crée une gigantesque volatilité des prix de ces actifs, je n'ai pas du tout envie d'acheter des actions. Parce que c'est trop, il y a trop de volatilité, il y a trop de risques à court terme. Et aujourd'hui, comme vous savez, tout est calculé à valeur instantanée de marché. Donc je reste investi dans les actifs peu risqués, je ne vais pas acheter des actifs risqués à cause de la volatilité. Et puis les marchés financiers sont devenus complètement illiquides. Vous ne pouvez plus rien acheter ni vendre, puisque la BCE achète tout, et ce qu'elle achète, elle le garde. Donc si vous essayez d'acheter, il n'y a plus rien pour vous. Enfin, on n'a plus aucune liquidité de marché. On ne peut plus vendre ou acheter sur les marchés financiers parce que les marchés sont complètement avalés, vous voyez, aspirés par ce qu'achète la Banque centrale européenne. Donc il faut quand même se poser la question de la pertinence de cette politique. C'est-à-dire, est-ce que les coûts, et je conclurai dans une minute parce que je surveille l'heure, je ne domine pas assez largement les quelques avantages. Et puis, dernier point, oui, enfin, évidemment, il y a la question, je vais sauter, la question centrale qui est la question des réformes structurelles, et je vais vous juste montrer une chose. L'autre argument qu'utilise énormément Mario Draghi, c'est de dire « je fais cette politique pour donner aux États le temps de faire des réformes structurelles ».
Donc je fais une politique monétaire extrêmement expansionniste, ce qui améliore les économies et permet aux États de faire des politiques de réforme structurelle qui vont améliorer la situation de long terme des économies, et donc je les aide en faisant cela. Alors, en théorie, cet argument a vraiment du sens. Les réformes structurelles sont en général des politiques qui ont des effets positifs à long terme, mais négatifs à court terme. Par exemple, si vous faites une vraie réforme du marché du travail et vous réduisez la protection de l'emploi, la première chose qui va se passer, c'est que les entreprises vont licencier les gens qu'elles ne licenciaient pas parce que c'était cher de licencier. Et donc vous allez ajuster l'emploi à la baisse. Et puis la seconde chose qui va se passer, c'est que les entreprises vont embaucher plus parce qu'elles savent qu'elles pourront licencier à un coût plus faible. Donc en général, c'est ce qu'on a vu dans la plupart des pays, quand vous faites des réformes structurelles, ça va d'abord moins bien, puis après mieux. Donc il faut passer la phase où ça va moins bien. Donc c'est légitime de pousser l'économie dans la phase où ça va moins bien. Donc ceci a du sens. Cela étant, le problème, c'est que vous pouvez aussi inverser l'argument en disant, mais par ailleurs, si la politique monétaire expansionniste soutient l'économie, ça peut permettre aux États qui n'ont pas envie de faire des réformes de ne pas les faire. Parce que la politique monétaire aidant l'économie, la situation n'est pas suffisamment catastrophique pour qu'ils soient obligés de faire des réformes. C'est ce que m'avait dit Raymond Barre quelques mois avant qu'il meure. Il m'avait dit, je me fais à moi-même un grand reproche. Quand j'étais Premier ministre, je n'ai pas laissé la France s'effondrer complètement, parce que si elle s'était complètement effondrée, on aurait été forcé de faire les réformes, Et alors, vous voyez, le problème majeur de la zone euro, c'est quoi? C'est ce que vous voyez là en rouge, c'est que nous n'avons plus dans la zone euro de croissance des gains de productivité. Donc ça, pour ceux d'entre vous qui avaient eu la gentillesse de le regarder, c'est ce qu'on avait écrit avec Marie-Paule Vira dans notre livre d'avant, qui s'appelle Croissance zéro, dont vous avez quelques exemplaires aussi dehors, où on s'interrogeait sur les causes profondes de la disparition des gains de productivité. Vous voyez que c'est zéro, les gains de productivité de la zone euro. Ça veut dire que comme en plus nous sommes des pays vieillissants, la croissance que nous savons faire à long terme, c'est zéro. Et malheureusement, ça ne s'arrange pas, Donc objectivement, il faut remarquer que le problème structurel le plus grave que nous avons devant nous, qui est l'absence de gains de productivité, l'absence de progrès technique, il n'a pas du tout été, on n'a pas commencé à l'améliorer, et que malgré des années de politique monétaire très expansionniste, donc ça laisse quand même un peu inquiet. Alors je conclus dans la minute qui me reste pour dire la chose suivante. Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Alors, vers quoi on va? Honnêtement, la politique monétaire mise en place par la BCE a très peu d'effet sur l'inflation, puisqu'à nouveau, la baisse de l'inflation, c'est quelque chose... À part le bout de pétrole, mais je parle de l'inflation hors effet du pétrole, la baisse de l'inflation, c'est des évolutions structurelles, c'est des marchés du travail qui marchent autrement, c'est des marchés des services plus concurrentiels, c'est de la concurrence. Et donc l'effet sur l'inflation est absolument minime de ce que fait la BCE. La BCE circule des textes où elle dit que sans elle, l'inflation aurait été encore beaucoup plus basse. Les universitaires qui ont fait des travaux là-dessus trouvent au mieux que tout ce qu'a fait la BCE fait qu'aujourd'hui, l'inflation est 1/10 de point plus élevée que ce qu'elle aurait été. Donc vous voyez, on n'est pas... l'effet sur la croissance est très faible. On l'a vu, il n'y a pas d'effet sur le crédit. L'effet sur la croissance est aussi extrêmement petit. Donc on a très peu d'effets positifs sur la croissance et sur l'inflation. Donc ça va donner envie à la BCE de continuer, avec des arguments qui sont ceux qu'on a évoqués. Il faut que l'inflation remonte, il faut aider les États à faire des réformes structurelles, il faut aider aussi les gens à se désendetter. Donc elle va continuer. Et cette politique, on l'a vu, devient complètement irréversible si on l'a menée pendant un nombre suffisant d'années. Malheureusement, la politique monétaire très expansionniste, c'est comme les antibiotiques. Ça devrait être une politique qu'on prend pendant les crises, pendant des périodes de temps courtes. Quand vous la prenez pendant extrêmement longtemps, ça devient inefficace, mais deux, vous ne pouvez plus arrêter. Et donc je crains qu'on en soit là. Ça veut dire que dans beaucoup de pays, en particulier au Japon et dans la zone euro, et probablement aussi au Royaume-Uni, la situation américaine est un peu différente. L'économie américaine est comme une économie qui va fondamentalement mieux. On a une économie qui ne va pas bien, qui ne fabrique pas d'inflation, où la Banque centrale a une forte incitation à en faire encore plus. La BCE vient de le faire, la Banque du Japon va très prochainement annoncer qu'elle va encore baisser les taux, qu'elle va créer encore plus de monnaie. Et on arrive à avoir tant d'années dans cette politique qu'on touche l'irréversibilité dont je parlais, qui est qu'on ne peut plus en sortir. Donc vous voyez, le risque devant nous, c'est le risque d'expansion continuelle et énorme de la quantité de monnaie sans qu'on puisse arrêter. Parce que si on arrête, on fabrique on l'a vu tout à l'heure, donc je ne vous le remonte pas, on fabrique la catastrophe dont on parlait tout à l'heure, qui est
qui est l'explosion, l'explosion du secteur financier, ou en tout cas une crise extrêmement grave dans le secteur financier, due à une remontée des taux d'intérêt à partir du moment où ils ont été extrêmement bas pendant extrêmement longtemps. Je vais essayer de vous montrer. Voilà la quantité de monnaie pour l'ensemble de l'OCDE. Donc là, c'est les 4 grands pays de l'OCDE. Vous voyez qu'on est bien dans une situation où cette dérive vers le haut de la quantité de monnaie continue. Et moi, je pense que ceci va continuer, que ça devient extrêmement compliqué d'arrêter. Et donc, qu'est-ce qui se passe si vous... Alors, vous voyez, le problème, et vraiment je finis là, c'est que, faisant cela, vous évitez de faire exploser la bulle obligataire. Donc la différence entre une bulle immobilière et une bulle obligataire, c'est qu'une banque centrale ne peut pas empêcher qu'une bulle immobilière éclate. La banque centrale, en général, n'achète pas d'appartements. Si les banques centrales achetaient des appartements, elles pourraient empêcher que les prix des appartements baissent. Il y a eu un gag dans le Wall Street Journal pendant la crise de 2009. Le Wall Street Journal avait annoncé que la Réserve fédérale allait acheter 500 000 voitures pour sortir l'automobile américaine de la crise. Enfin bon, c'est quand même rare, quoi. Mais par contre, une banque centrale peut acheter des obligations jusqu'à la fin des temps. Donc si une banque centrale veut empêcher les taux d'intérêt à long terme de remonter, elle peut le faire. Mais elle peut le faire à ce prix-là, c'est-à-dire au prix d'une expansion monétaire continuelle et perpétuelle. Et évidemment, le problème, après, c'est que vous troquez une crise pour une autre, c'est que vous évitez la crise obligataire, donc les taux d'intérêt ne remontent pas, donc vous évitez de tuer les prêteurs et les emprunteurs, mais vous fabriquez à un certain moment le risque d'une défiance vis-à-vis de la monnaie. Il y a tellement de monnaie en circulation que les individus commencent à se demander si cette monnaie vaut vraiment quelque chose. Il n'y a pas de théorie valable là. Il n'y a pas de théorie qui vous dise le bilan d'une banque centrale, ça ne doit pas dépasser X% du produit intérieur brut. À nouveau, au Japon, on est à 80. Les Japonais ne jettent pas leur yen pour acheter autre chose. On n'a pas de panique contre le yen au Japon. C'est pas le Zimbabwe, mais c'est pas l'Argentine. On a quand même quelque chose qui est assez voisin, ou qui a été en tout cas assez voisin jusqu'aux dernières élections. Donc, mais est-ce que ça viendra pas ? À un certain moment, si la dynamique dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une dynamique d'expansion monétaire continuelle, parce qu'elle est irréversible pour les raisons qu'on a longuement déjà débattues, à un certain moment, la question de la crédibilité de la monnaie se posera. La valeur d'une monnaie, on n'est plus dans les talons or. La valeur d'une monnaie, ce n'est pas le stock d'or de la Banque centrale. La valeur d'une monnaie aujourd'hui, ça ne repose pas sur les actifs détenus par la Banque centrale, ça repose exclusivement sur le fait que les individus pensent qu'ils pourront s'en servir pour acheter des choses. Le jour où ils pensent que cette monnaie sera refusée parce que sa valeur baisse, cette monnaie n'a plus de valeur, on s'en débarrasse et le taux de change de cette monnaie s'effondre pratiquement. C'est-à-dire qu'on a une crise de change. Donc moi, je suis extrêmement inquiet sur le fait que les banques centrales rentrent dans cette dynamique où elles prennent un risque avec la croyance dans la solidité de la monnaie, pour éviter à nouveau le risque de remontée des taux.